et on en a échangé avec une mobilisation extrêmement forte aux côtés des préfets de département et sous l'égide du préfet de région, bien sûr, et des élus de cette nouvelle modalité. Donc, dont vous savez qu'elle s'est inscrite dans le cadre de discussions parlementaires en cours, qui vont suivre un cheminement qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait déterminé, mais ça ne nous empêche pas, en Nouvelle-Aquitaine, d'avancer sur cette logique de favoriser l'accès aux soins, qui n'est pas une nouveauté en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on est une région qui avons déjà enclenché de nombreux dispositifs permettant de faciliter ou d'améliorer l'accès aux soins de premier recours. Je cite par exemple la question des médicobus, je cite le dispositif médecin solidaire dont vous avez sans doute entendu parler, donc avec un travail de fond qui est conduit déjà depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années avec la profession pour faire en sorte, dans le contexte actuel, dans le contexte réglementaire actuel, de favoriser cette logique de solidarité qui passe par une organisation aussi au niveau des territoires. Les CPTS en particulier sont vraiment la cheville ouvrière de cette organisation, pour faire en sorte que l'accès aux soins soit plus équitable entre nos territoires, ce qui aujourd'hui, clairement, enfin, je pense que je sens, pour aller dans le vif du sujet, si ce pacte a été annoncé, et si on s'en est emparé en Nouvelle-Aquitaine, c'est que la réalité, c'est que l'accès aux soins n'est pas équitable au sein de la Nouvelle-Aquitaine, compte tenu de la démographie et du vieillissement de la population et de la démographie entre les différents départements. Donc ce pacte annonce une mesure phare qui est la mesure de solidarité des médecins, de médecins volontaires au profit de zones plus carencées en termes d'offres et de populations moins bénéficiaires, en tout cas moins... voilà. Pardon. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir de ce pacte, et je pense qu'on a essayé de l'expliquer, mais on va le redire aujourd'hui, ce pacte définit des zones rouges qui constituent en fait une identification prioritaire des zones sur lesquelles il faut agir, parce que non seulement il y a un sujet, une problématique d'accès aux soins et de démographie médicale, mais ces zones cumulent aussi d'autres problématiques qui ne sont pas uniquement liées à la démographie médicale, mais qui sont liées au contexte socio-démographique, qui sont liées à l'accès aux services d'urgence. Donc, en fait, ces zones rouges, elles ne sont pas strictement liées à la densité médicale sur un territoire. C'est la Direction régionale des études statistiques au niveau national qui nous a aidé à définir un indicateur qui est composite. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on a eu des retours sur mais on comprend pas bien pourquoi telle zone n'est pas dans une zone rouge. Mais en fait, c'est une combinaison d'indicateurs qui définit l'urgence à agir sur un plan sanitaire, mais aussi social. Donc ça, c'est un point important de la démarche qu'on continue d'expliquer. Donc, c'est une première étape dans l'esprit du ministère et du gouvernement, qui en appelle d'autres immédiatement après cette première phase. Mais donc, la priorité, c'est 29 zones qui cumulent un certain nombre de fragilités liées à la démographie médicale, mais aussi à la question, enfin voilà, des revenus des ménages, de l'accès aux services d'urgence et de l'âge des professionnels de santé sur le territoire. Donc il y a comme ça 5 indicateurs composites qui définissent ce qu'est une zone rouge en Nouvelle-Aquitaine. C'est pour ça qu'on en arrive. Pardon de revenir sur un peu la méthodologie, mais ça me semble important. C'est pour ça qu'on en arrive à l'identification en Nouvelle-Aquitaine de 29 intercommunalités qui présentent tous ces critères de fragilité et qui font que c'est la priorité du pacte de manière immédiate. 29, c'est beaucoup. À l'échelle nationale, c'est 29 sur 150 ou 151. Donc, on a l'habitude de dire que la Nouvelle-Aquitaine représente à peu près 10% de la population nationale. Donc, on est surreprésenté sur cette identification des zones, mais c'est logique si on tient compte des critères que je viens de mentionner. Donc, 29 intercommunalités qui représentent 6,5% de la population Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est un peu pour le cadrage global sur de quoi on parle quand on parle de zone rouge. Zone rouge, action immédiate, qui en appelle d'autres après sur d'autres zones, mais pour l'instant, on se concentre sur les zones rouges.
Donc, sur ces zones rouges, on nous a demandé d'orchestrer cette mesure de solidarité volontaire. Donc, je redis, mesure de solidarité volontaire, permettant en fait à des médecins de zones qui ne sont pas des zones rouges d'intervenir dans des zones rouges. Donc, on a conduit 2 démarches au début de l'été, enfin au cours du mois de juillet, consistant d'une part à recenser, avec évidemment la coopération très active des collectivités et avec l'appui bien évidemment des préfets, à recenser les lieux qui permettraient d'assurer des consultations de médecine générale. Donc ça, c'est une première démarche que l'on a eue, donc l'identification des lieux. Et d'autre part, on a lancé une enquête à destination de tous les médecins qui n'exercent pas en zone rouge, donc les autres, pour leur demander s'ils étaient volontaires pour aider ces 29 EPCI qualifiés de zone rouge au titre de la méthodologie que j'ai indiquée précédemment. On a eu beaucoup de retours en peu de temps, puisque en plus c'était la période estivale. Enfin bon, on a eu 202 réponses de médecins généralistes volontaires pour s'inscrire dans cette mesure de solidarité volontaire. Donc 202, c'est le relevé de compteur que l'on a pu effectuer en toute fin de semaine dernière. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui, puisque l'enquête n'est pas clôturée, on avait envisagé de la laisser ouverte jusqu'à la mi-septembre. Je suis en mesure de vous dire qu'en une semaine, ce nombre a augmenté de 30%. Donc on a à peu près 65 médecins de plus qui se sont inscrits dans cette logique de volontariat. Donc c'est un point important, c'est dire aussi que, c'est la conséquence aussi, je pense, des discussions, des échanges qu'on a pu avoir avec les médecins et leurs représentants. Ils s'inscrivent volontiers dans une démarche de volontariat. Voilà. Donc on en est là à ce stade. L'enquête n'est pas clôturée, l'enquête médecin généraliste, donc on va la clôturer dans une dizaine de jours. On continue à avoir des contacts assez réguliers avec des médecins qui souhaitent savoir comment s'inscrire dans cette logique d'appel à volontariat, sachant que, petite précision méthodologique, l'enquête n'a été adressée j'ai envie de dire médecins généralistes connus de l'assurance maladie, donc inscrits en Nouvelle-Aquitaine. Exercice libéral, donc pour l'instant on n'a pas encore sollicité les autres statuts de médecins généralistes et donc en exercice, y compris ceux qui sont potentiellement en cumul emploi-retraite, mais nous n'avons pas pour l'instant sollicité ni les médecins salariés ni les médecins retraités, dont on sait qu'ils constituent un vivier fort pour la réussite, le déploiement et la réussite de ce plan. Donc ça, c'est un point important. On continue d'avancer, mais pour l'instant, on en est là sur les sollicitations qu'on a faites. Donc, voilà. Pour résumer, des lieux d'accueil identifiés, des médecins volontaires identifiés. Maintenant, il s'agit de faire la conjonction entre les deux. Concernant les lieux d'accueil, j'y reviens succinctement, juste pour vous dire que l'objectif, c'est vraiment peut-être collectivement de faire la démonstration que cette initiative, cette démarche, elle peut produire des résultats rapides. Donc c'est vrai que sur les 29 EPCI qu'on a identifiés, on a priorisé, mais volontairement, de manière assumée, des lieux d'exercice qui étaient déjà des lieux de consultation de médecine générale par destination. Parce que c'est plus simple, parce que pour des raisons évidentes, mais que je vais décliner, donc la population connaît déjà le lieu. En général, il y a une maison de santé qui ne demande que ça, d'être épaulée, confortée dans son fonctionnement. Donc ça, c'était notre cible principale. On n'a évidemment pas du tout exclu que d'autres lieux puissent être éligibles à l'organisation de cette mesure de solidarité. Mais au final, quand on a fait un peu notre bilan des sollicitations de ces 29 EPCI à la fin de l'été, on se rend compte que, pour vous donner un ordre d'idée, les 3/4 constituent des lieux d'exercice de médecine générale à l'origine.
le cas restant, on a des propositions enfin, voilà, d'organisation de lieux de consultation dans des maisons France Service, par exemple, ou dans des lieux qui sont complètement dépendants d'une collectivité. Donc, c'est possible et bien sûr qu'on va y travailler parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir arriver à déployer cette mesure. Mais voilà, donc on a la répartition, c'est ça, c'est 3/4 lieu de médecine, lieu habituel de consultation de médecine générale, 1/4 lieu à créer de manière, de nouveau ex nihilo. Et c'est là que vous comprenez que la coopération, c'est une habitude de travail chez nous, mais avec les collectivités est très importante parce que, mais après, on a aussi l'expérience et on s'est rodé notamment sur le montage de centres de vaccination dans des périodes records avec les collectivités. Donc voilà, on a quand même gardé cette culture d'adaptation pour créer ce type de lieu. Mais ça, c'est pour vous donner un grand ordre d'idée. Donc voilà, où on en est aujourd'hui sur la mesure. Maintenant, on est en train de travailler très fine maille pour faire vraiment la convergence entre les lieux identifiés et les médecins déclarés volontaires. Parce que quand on a dit ça, je ne suis pas capable, avec beaucoup d'humilité, de vous dire voilà comment va fonctionner de manière morphotypée un lieu de consultation de médecine générale. C'est impossible parce qu'il va s'agir en fait de travailler avec les médecins volontaires, et ce qu'on a déjà commencé à faire pour ceux qui étaient là dans les Landes la semaine dernière, sur comment les consultations s'intègrent dans une organisation existante ou comment cette organisation se modifie pour intégrer de nouvelles consultations ou comment on recrée de nouveaux lieux de consultation de médecine générale. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on est en train de faire. Et je vois que quelques collègues de délégation départementale sont connectés et pourront éventuellement en témoigner. Mais voilà, on en est là. Donc, c'est un peu ce qu'on nous demande d'ailleurs, hein, de faire preuve d'agilité sur un dispositif d'annonce comme celui-ci, avec un résultat. C'est finalement le résultat compte. Le moyen d'y arriver, il va être vraiment différent d'un territoire à l'autre, voire au sein d'un même département. Je pense au département de la Dordogne qui concentre, je crois, 30% des zones rouges. Il y aura plusieurs modalités, modes opératoires, et on va s'adapter. En fait, on est tous dans cette logique-là, que ce soit l'ARS, les préfets de département, bien sûr les élus, mais les professionnels aussi qui ont vocation à accueillir ces consultations de médecine générale supplémentaires. Voilà pour faire un panorama global de la mesure et où nous en sommes. Est-ce que vous avez du coup des questions plus pratico-pratiques peut-être ou des précisions sur ce qui vient d'être évoqué? Bonjour. Du coup, je prends la parole, Camille André de France Bleu Creuse. Je suis désolée, je vais poser une question qui justement concerne la Creuse. À la fin du communiqué que vous nous avez envoyé, il y a un tableau qui nous indique le nombre de médecins volontaires par département. Alors, qu'est-ce que c'est ce chiffre? En Creuse, le chiffre, c'est 7. Est-ce que c'est le nombre de médecins qui peuvent être accueillis ou est-ce que c'est le nombre de médecins que l'on va accueillir? Alors, 7 correspond au nombre de médecins qui, dans le cadre de l'enquête que nous avons lancée à l'échelle de tous les médecins Nouvelle-Aquitaine, ont répondu qu'ils étaient volontaires à effectuer des consultations de médecine générale en Creuse. C'est ça, le chiffre 7. Donc, a priori, ce ne sont pas des médecins creusois, ce sont des médecins d'autres départements volontaires pour effectuer des consultations de médecine générale en Creuse. Et à partir de quand est-ce que ça pourrait se mettre en place? Alors, c'est ce que je viens d'indiquer. Ça dépend. Ça dépend de l'organisation locale. Et donc, c'est ça qu'on est en train de mettre en musique, puisque les lieux d'accueil en Creuse, par exemple, en Creuse, les lieux d'accueil identifiés sont... alors, c'est vraiment un exemple. En plus, vous avez l'expérience de Médecins Solidaires, qui est aussi un lieu d'accueil potentiel. Hein. Tout à fait. Donc, les 2 centres de santé de Médecins Solidaires. Mais en complément de ces centres de santé, par exemple, la MSP Marsac-le-Grand-Bourg est un lieu d'accueil. Donc là, on est en train de mettre en relation ces 7 médecins volontaires avec les 3 lieux d'accueil identifiés en Creuse. D'accord.
Vous avez, pardon, excuse-moi Véronique, en Creuse, juste pour terminer, vous avez aussi la MSP Marche Pro Santé qui est identifiée comme lieu d'accueil. La communauté de communes Marche et Combrailles, ainsi que celle de Puy-en-Dunois, propose aussi un dispositif d'accueil de consultation de médecine générale pour être complète sur la réponse creusoise. Merci, mesdames. Bon. Dans l'ordre des demandes de prise de parole, il y avait ici Périgord. Oui, bonjour Gavin, vous m'entendez? Très bien. Vous parliez de la Dordogne justement avec 30% de zone rouge. Nous, on a 24 médecins portés volontaires. Ça change quoi concrètement? Alors, je vous ai dit qu'on vous entendait bien, mais pas très bien en fait. Si vous pouvez vous approcher de... Oui, j'essaye. Simplement savoir ce que ça change concrètement d'avoir 24 médecins volontaires en plus en Dordogne. C'est 24 médecins qui peuvent assurer des consultations de médecine générale, ce qui pour moi est un gros changement, mais peut-être que... Donc c'est 24 médecins généralistes hors Dordogne qui se proposent d'intervenir dans les zones rouges de Dordogne pour assurer entre 0,5, 1, 2, 3, voire plus de journées de solidarité pour le département. Donc ça change quoi? Ça change beaucoup. Ça change que, enfin, vous avez quand même un volume de médecins généralistes qui se sont portés volontaires pour aider en fait les médecins généralistes aujourd'hui installés en Dordogne. Ils viennent d'où? De la région ou de partout en France? Alors, je suis désolée parce que je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Je vais essayer de reformuler. Vous me dites si j'ai bien compris. Vous nous demandiez s'ils venaient de la région, c'est ça? Oui, En c'est fait, ça. ils viennent des territoires qui ne sont pas des zones rouges. Donc, de la région. L'appel à volontariat a été lancé à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. D'accord, merci. Sabine Andrieux. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous repréciser, s'il vous plaît, là, vous l'avez un peu fait, le nombre de journées de consultation sur lesquelles s'engagent ces médecins volontaires et toute la partie incitation financière ou indemnisation dont ils vont bénéficier pour cette mission de solidarité territoriale, le montant et qui finance en fait cette indemnisation. Merci. Alors, oui. Alors, sur le nombre de... Il n'y a pas d'engagement en termes de nombre de jours minimum. Il n'y en a pas non plus en termes de nombre de jours maximum. En fait, on est vraiment sur une initiative de solidarité entre médecins généralistes. Donc ça peut être 0,5 jours dans le mois, comme ça peut être ce que les médecins généralistes peuvent concéder en termes d'efforts de solidarité. Mais, et ça rejoint votre deuxième question, ce qui a été arbitré et qui semble qui va être communiqué aussi qui est communiqué déjà au syndicat de médecins généralistes, c'est qu'ils vont avoir une indemnisation correspondant à un effort de 2 journées par mois. Voilà. Donc il y a 2 journées par mois maximum. Donc c'est 200 € jour par médecin généraliste intervenant dans les zones rouges. Voilà. Mais potentiellement, le volontariat peut aller au-delà, mais en tout cas, l'indemnisation est plafonnée à 2 jours par mois. Cette indemnisation de 200 € jour couvre les frais de déplacement, restauration, hébergement. C'est un forfait qui est national, qui ne se discutera pas dès lors que le médecin a effectué sa journée de solidarité. Et j'ajoute tout de suite un mais, c'est aussi la raison pour laquelle on a travaillé très tôt avec les collectivités locales qui elles-mêmes se mobilisent pour offrir des facilités d'accueil et d'hébergement des médecins volontaires. Voilà. Donc il y a un forfait d'indemnisation qui est supposé théoriquement couvrir ces 3 aspects-là, mais parallèlement, les collectivités nous aident beaucoup sur cette question de l'indemnisation, en tout cas de l'accueil des médecins généralistes dans les territoires. Et qui est-ce qui finance du coup les 200 €? C'est l'assurance maladie. Ok. Ça transite par l'assurance maladie.
l'accord est en voie de formalisation avec l'assurance maladie, mais c'est l'assurance maladie, oui. Ok, merci. Franck Petit. Oui, bonjour, Franck Petit, donc journaliste à France 3, donc Limousin. En fait, hier, on a appelé donc puisqu'en fait, ce sont les EPCI, les communautés de communes qui sont ciblées pour accueillir donc les médecins, du moins leur territoire. En fait, on a appelé donc les présidents de plusieurs EPCI et en Haute-Vienne et en Creuse et en Corrèze. En Creuse, personne n'est au courant. En Corrèze, non plus. Pourquoi? Alors, je suis assez étonnée de ce retour-là, parce que je pense que, on a passé notre fin de printemps, début d'été à travailler avec les collectivités sur la question. Mais enfin, il faut bien juste se rappeler que le zonage. Oui, je vois que la collègue de Corrèze est là, donc elle pourra peut-être intervenir. Le zonage, il est identifié à la maille des EPCI. Donc c'est la maille de définition en fait des territoires, des zones rouges, mais le travail il se fait à un niveau infra forcément, puisqu'on parle vraiment de territoires, voilà, d'accessibilité à l'offre de médecine générale. Mais peut-être Sylvie, je te laisse compléter sur la question au moins Oui, corrézienne. sur la question corrézienne, en effet, nous, on a deux zones rouges, qui est la communauté de communes du pays de Lubersac-Pompadour et puis Vézères-Monédière. On a un travail de proximité justement avec les présidents Comcom et les maires. On a identifié deux territoires d'accueil, notamment la MSP de Chambéry. Et donc, on est en train de travailler les modalités pratico-pratiques pour offrir la possibilité d'accueil adapté, conforme aux médecins, aux 4 médecins volontaires. Et également, on travaille sur l'identification un peu plus précise du lieu sur soit la MSP Lubersac, soit la MSP de Pompadour, soit un cabinet privé, soit toute possibilité, puisque dans les 4 volontaires, on a aussi donc des volontaires sur ce territoire-là. Donc là, c'est un travail plus fin avec les lieux d'accueil, les CPTS et les collectivités de proximité. Voilà. Ok, qu'est-ce que vous appelez la MSP ou les CPTS? Je ne comprends pas, moi. Alors, je vais peut-être reprendre la main, Sylvie. La maison de santé pluridisciplinaire, c'est un groupe de professionnels pluriprofessionnels. Donc, en général, c'est les médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés, etc. du territoire qui travaillent sur un projet de santé avec des objectifs communs. Soit parce qu'ils travaillent, en général parce qu'ils travaillent autour d'une même patientèle, ils ont des projets de santé avec des priorités de type comment on promeut le dépistage sur le territoire du territoire. La CPT, c'est un peu plus large. La CPT, c'est un groupement entre professionnels sur un territoire beaucoup plus vaste qui permet en fait de répondre à des enjeux qui vont dépasser l'exercice individuel. Et par exemple, comment on fait pour diminuer le nombre de patients sans médecin traitant sur un territoire? Est-ce qu'on organise un tour de rôle sur les gardes? Enfin, ce genre de questions. Ok, La CPT, c'est vraiment une organisation du territoire. Ok, est-ce que vous avez des lieux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, précis, donc identifiés en Creuse là, et en Haute-Vienne, s'il vous plaît, pour accueillir des médecins? Sylvie, pardon, en Haute-Vienne et en Creuse? Oui, s'il vous plaît, ouais. Oui, en Creuse, je les ai cités, mais peut-être le plus simple pour pas, comme c'est un brief presse régional, pour éviter d'égrener les différents lieux, je vous propose on vous les envoie par mail, S'il vous plaît, juste ouais, après d'accord. le brief. Ok, Ouais, on le d'accord. fait par mail. Hein. Mais alors, votre dispositif va être mis en place donc, dans les 15 jours, c'est bien ce que j'ai compris. Oui, oui, tout à fait. Enfin, dans les jours qui viennent, oui. D'accord. On est en train Mais on démarre la mise en place là. ouais, mais comment est-ce que vous expliquez que, par exemple, en Creuse, aucun des présidents de communautés de communes n'ait été contacté, ni parce qu'ils ont des lieux à vous proposer, ils me l'ont dit clairement hier. Donc, pourquoi Mais est-ce que personne n'a été contacté, personne n'a été sensibilisé au sujet?
Alors, on va pas faire un brief press sur la situation de la Creuse, mais je m'inscris un tout petit peu en faux par rapport à ce que vous venez de dire, parce que justement, dans la méthodologie, on vous a rappelé qu'on avait une séquence, justement, et sous l'égide des préfets de département, pour toucher tous les élus des intercos sur la question de la mesure. Donc, voilà, je pense qu'on a une divergence d'appréciation, on va le dire comme Ah non, ça, sur c'est la pas, question de la saisine des élus. non, c'est pas une divergence d'appréciation. J'ai eu des présidents de communautés de communes hier, donc en Creuse, qui m'ont dit on n'a pas été Oui. contacté ni par l'ARS ni par la préfecture. Voilà. J'appuie Donc, ce que c'est dit bien une Franck divergence Petit, d'appréciation parce que vous. Pardon, Camille juste, c'est bien une Creuse, divergence. j'appuie aussi, on a eu les mêmes retours. Donc c'est vrai que ça pose Ouais. question sur la mise en place réelle de ce dispositif dans tous les territoires. Mais c'est noté, et en tout cas, moi, je suis simplement en capacité de vous dire qu'on a effectivement contacté les collectivités par l'intermédiaire du préfet. Donc, je m'explique pas cet écart. On va les rappeler. Ouais, on reprend contact avec les EPCI en question. En tout cas, merci de l'alerte, mais Alors, je peux vous dire que Laurent Dolny, dans le pays dunois, n'a pas été appelé. Et Nicolas Simonet, alors j'ai oublié le nom de la communauté de communes, mais c'est dans l'est de la Creuse, du côté de Hauzance, je crois, n'a pas été appelé non plus. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas très contents. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce que vient de dire Atika, c'est-à-dire que nous, on va reboucler avec les communautés de communes et puis on vous adressera plus précisément les lieux là. Et dans tous les cas, ce qu'on avait envisagé là, c'était plutôt effectivement une explication globale de la mesure et qu'ensuite vous puissiez reprendre contact avec nos directeurs de délégation sur chaque territoire et avec qui là vous pourrez avoir des informations plus précises sur chacun des territoires. Si vous voulez bien, on peut peut-être rester sur plutôt l'appréhension du dispositif et si vous avez des questions de manière générale sur la manière dont ça va s'organiser et qu'est-ce qui va se passer pour les patients et sur tous les aspects après plus territoriaux, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on fasse un point, enfin que vous puissiez être mis en relation directement avec nos directeurs de délégation. Alors, j'ai une dernière question, si vous voulez bien vous poser. En fait, j'ai contacté hier aussi donc les ordres des médecins. J'ai pu parler donc avec l'ordre des médecins de Corrèze qui m'a affirmé qu'aux dernières nouvelles, et ça tombe bien puisque votre représentante en Corrèze est en ligne avec nous, aux dernières nouvelles, les médecins de Corrèze ne participeraient pas au dispositif. Pourquoi ? Si, on a plusieurs propositions de Corrèze. On a deux médecins qui se sont portés volontaires de Corrèze et on a pris contact avec eux pour voir dans quelle dynamique ils pouvaient et quel jour ils pouvaient proposer et également que ça s'articule avec le fonctionnement, comme on vous l'a précisé, des maisons de santé pluriprofessionnelles déjà existantes. En fait, il faut savoir qu'en Corrèze, comme dans pas mal de territoires de Nouvelle-Aquitaine, on est en zone fragile de manière générale, mais on n'a que deux zones rouges, deux zones rouges, et donc il y aura cette participation. Si. Et alors, encore une fois, merci Sylvie. Du coup, juste pardon, je complète. L'objectif, c'était pas on n'avait pas d'objectif ciblé en fait. Donc, c'était un appel à volontariat à destination des médecins qui n'appartiennent pas à des zones rouges. Donc, il est assez logique qu'on retrouve une forte participation des médecins qui proviennent des zones non rouges. Je vais le qualifier comme ça, mais donc il n'y a rien d'incongru à constater qu'il n'y a entre guillemets que 2 médecins en Corrèze. Vu la situation de la Corrèze, vu par ailleurs, on pourrait faire le parallèle avec la Creuse ou d'autres départements très carencés, l'objectif, c'est pas d'avoir une homogénéité de l'origine des médecins, mais plutôt d'assurer une couverture des territoires qui en ont besoin. Voilà. Donc nous, on est plutôt focus sur le résultat. Merci beaucoup. Jean-Yves Payet. Oui, bonjour, Jean-Yves Payet pour l'APM. Alors, j'ai 2 questions. J'ai une question sur l'objectif calendaire en fait, de déploiement dans l'ensemble des zones rouges. Parce que vous avez un objectif particulier, une période, un semestre. Et également une question en fait, sur les outils et les assistants médicaux
Est-ce qu'il y aura des nouveaux outils, de nouveaux assistants médicaux pour accompagner ces volontaires? Merci. Alors, la première question, en fait, le lancement a été fait lundi. Donc, on considère, nous, qu'on est un ordre de marche et que progressivement, on déploie la mesure. On n'avait pas d'objectif ferme sur les déploiements optimal de la mesure. On devait commencer à partir du 1er septembre, ce qu'on est en train de faire. Donc moi, je considère que la démarche qu'on a eue, qui est quand même, on n'est pas beaucoup de régions à avoir, je pense, eu cette démarche de contact, d'enquête auprès des médecins généralistes, est déjà un commencement d'exécution. Il fallait en passer par là. Donc la mesure, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant et elle va évoluer. Avec, je ne vais pas complexifier le débat, mais il y a quand même une révision du zonage des médecins généralistes qui va intervenir. Et moi, je considère que ce qu'on est en train de faire en ce moment va pouvoir alimenter aussi notre boîte à outils pour renforcer le futur zonage des médecins généralistes, consistant à déterminer notre action un peu graduée en fonction de la fragilité des territoires. Donc, pour répondre très simplement à la première question, c'est tout de suite. C'est tout de suite de manière graduée, mais c'est tout de suite. Et la deuxième question qui était, pardon, sur les assistants médicaux. Oui. Sur les outils, les assistants médicaux. Oui. Donc, sur les assistants médicaux, on devrait avoir la confirmation ces prochains jours d'un appui assistant médical. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure l'indemnisation des médecins volontaires, donc pour intervenir dans les zones rouges, mais se pose aussi la question du soutien des lieux d'accueil. Donc typiquement, je le rappelle encore, mais pour l'essentiel, enfin pour une très grande majorité déjà des structures de soins type MSP, centre de santé, il est très probable que ces structures bénéficient en fait d'un soutien pour l'aide à l'emploi d'assistants médicaux pour justement compléter cette mesure de solidarité. Excusez-moi, et sur les outils, est-ce qu'il y a des outils numériques ou autres? Oui, alors on est en train le niveau national termine de travailler sur différents aspects de l'outillage. Donc il y a la question de l'outil de prise de rendez-vous. Donc il devrait être un outil public. Dans un premier temps, vous l'avez bien compris, comme il y a quand même un enjeu de célérité. On va démarrer sans. Mais très rapidement, il devrait y avoir un outil public qui permette la prise de rendez-vous en ligne des patients. La deuxième question, c'est en termes d'outillage, c'est le dossier patient. Donc là aussi, une solution nationale est en voie d'achèvement, mais là, ces jours-ci. Donc il y aura aussi un appui sur la question du dossier patient. Et puis enfin, et ça concerne moins la population, mais les médecins en tout cas, ils sont quand même très attachés pour éviter de démultiplier l'outillage dossier patient, dossier de facturation. Il y a aussi un outillage pour permettre la facturation et l'identification en fait, du médecin solidaire sur un lieu sur lequel il n'exerce pas habituellement, permettant la facturation à l'assurance maladie de ces consultations, puisqu'on a parlé des 200 € d'indemnité journalière, mais ça c'est en plus de l'activité de la facturation des consultations classiques. Donc oui, il y a un outillage qui est prévu sur les 3 aspects. Je rentre pas trop dans les détails parce que je suis pas sûre que ce soit très communicant, mais en fait qui en voie d'aboutissement. La radio Colline. Problème. Radio Colline, vous voulez poser une question? Bien, dans l'attente, peut-être un problème de micro. Delphine Blanchard. Oui, bonjour. Moi, je voulais avoir une réponse sur les profils des médecins volontaires. On peut imaginer que ce sont beaucoup de médecins qui sont à la retraite, ce qui éviterait des médecins d'exercice qu'il faudrait eux-mêmes remplacer. Est-ce que c'est le cas? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de profil type?
Je vous avoue que sur les 260 médecins qui sont déclarés volontaires à date, on n'a pas fait évidemment d'études sur le morphotype du médecin qui se déclare volontaire. Mais par contre, ce que je peux vous dire, mais j'ai un peu en partie répondu à cette question-là tout à l'heure, c'est que les médecins auxquels l'enquête s'est adressée sont des médecins connus de l'assurance maladie, donc en exercice plein et entier. Donc, dans nos 260, on n'a pas de médecins retraités. Voilà. Ce qui pourrait être une cible, hein, théoriquement, mais pour l'instant, l'enquête qu'on a conduite, mais vraiment initialement pour avoir déjà un ordre d'idée de la mobilisation, n'a pas été adressée aux médecins retraités pour l'instant. Ok, d'accord, merci. Donc ce sont des médecins en exercice libéral. Alors potentiellement dans les médecins on peut avoir du cumul emploi-retraite, mais à mon avis c'est vraiment une infime part des répondants. Quand même, majoritairement, on constate que ce sont des médecins qui ont déjà une culture de l'exercice pluriprofessionnel. Donc, mais ce qui est un peu, voilà, la tendance générale de nos médecins, enfin, en tout cas des dernières installations en Nouvelle-Aquitaine. Mais ce ne sont pas des médecins retraités au sens strict. Dordogne libre. Oui, bonjour, Mathis Planès de la Dordogne Libre. Deux questions. La première, j'ai bien compris un petit peu via le système de prise de rendez-vous comment ça allait fonctionner. Mais première question, les patients sans médecin traitant seront-ils prioritaires vous parlez des dossiers patients? Est-ce que ça va être quelque chose de pris en compte pour ces prises de rendez-vous-là? Et deuxième question, les médecins qui ont été qui se sont déclarés comme volontaires se sont engagés sur une durée, si oui, de combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, plus? Et quelles sont les modalités de retrait de ces médecins-là? Puisque vous avez expliqué qu'il allait y avoir tout un tas d'organisations internes dans les lieux d'accueil. Si on organise pendant très longtemps et le temps que ça prend de changer un calendrier et autres de rendez-vous, et que le médecin se retire au bout de 6 mois, c'est aussi une perte de temps pour tout le monde. On est vraiment sur une initiative fondée sur le volontariat des médecins. Donc, il n'y a absolument aucun engagement. Donc, ils peuvent intervenir ponctuellement 0,5 jours par mois pendant le temps enfin, 3 ans. Je le dis comme ça pour illustrer, comme ils peuvent décider d'intervenir une semaine sur un territoire et une semaine sur un autre territoire. Donc, on est sur vraiment une initiative fondée sur le volontariat des médecins. Donc pour laquelle ils ne s'engagent pas sur aucune durée en fait, hein. Donc ils font vraiment ce choix du territoire et de la quotité consacrée au territoire. Je redis, c'est vraiment important dans mesure de solidarité volontaire, il faut retenir volontaire. Donc personne n'imposera ni une durée, ni un lieu, ni une manière de s'inscrire dans le dispositif. Ce qui me permet de répondre à votre première question, qui est très pertinente, parce que là aussi, je pense qu'on sera sur vraiment du sur-mesure. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on pourra avoir des médecins qui vont s'inscrire volontairement dans un projet de santé où leur mission sera, et ce sera calé avec l'équipe déjà préexistante, de concourir aux soins non programmés, et on sera là dans une logique où ils vont courir des plages de soins non programmés qui, par définition, les amènera à voir des patients qu'ils vont voir 1 fois, 2 fois et qui ne vont sans doute pas revoir. Mais on peut aussi être dans un autre cas de figure où le médecin va s'inscrire dans un projet de santé et qui lui permettra en fait potentiellement d'assurer le suivi d'une patientèle au niveau local, parce qu'il y a, on l'a peu évoqué, mais je me permets de le dire aujourd'hui, les dispositifs de téléconsultation assistée qui permettent potentiellement de faire du suivi de patients à distance. Donc on pourra être sur des cas de figure différents, mais ça dépendra du projet d'accueil. Donc en fait, j'ai même presque envie de dire 29 lieux d'accueil, et c'est là vous faire montre de la souplesse dont on est capable dans ce genre de dispositif. Ça peut être 29 projets de santé assez différents en fonction de ce qui préexistait et en fonction des conditions, j'allais dire, du deal entre le médecin volontaire et le lieu d'accueil. Des besoins, mais fondés sur les besoins, bien sûr, toujours, mais enfin voilà. Merci. Isabelle Castera pour Sud-Ouest.
Isabelle, est-ce que tu nous entends? Pardon, je m'étais éloignée 2 minutes. Euh, je voulais poser une question. Je voulais savoir s'il y allait y avoir un arbitrage, parce que je vois que dans les Landes, par exemple, il y a une quarantaine de candidats et 7 en Creuse. J'imagine que les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Les Landes, c'est plus grand, évidemment. Bon, bref. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'ARS va arbitrer parce que, comme c'est du volontariat, bon, il y a enfin, peut-être 40 dans les Landes, c'est trop, et 7 en Creuse, ce ne sera pas assez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais enfin oui, très bien noté. Alors les collègues des Landes sont présents, donc je vais aussi peut-être les laisser compléter s'ils souhaitent, parce que on a travaillé aussi le dossier ensemble. Mais simplement, redire, hein, mesure de solidarité volontaire. Donc si la circonstance que on est pour l'instant le quart des médecins volontaires qui sont volontaires pour aller travailler dans les Landes ne nous autorise pas en tant qu'ARS à rerouter ou réorienter ces volontaires vers d'autres territoires. Ils sont volontaires pour les Landes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, les Landes va épuiser le stock des 40 jusqu'à saturation du besoin. Et puis, on espère que, voilà, on ne sait jamais, mais je pense que dans les Landes, il y a d'autres territoires. On a vu Pissos la semaine dernière. Il y a des territoires qui ont des besoins. Donc, ça peut être utile. Donc, non, on n'est pas du tout dans un rôle de régulation. On est dans un rôle d'incitation. Il y en a sans doute beaucoup dans les Landes et sans doute vraiment pas assez dans d'autres territoires. Donc, nous, on va continuer notre travail avec les représentants de la profession de conviction pour faire en sorte que ces volontaires augmentent dans les territoires où on considère qu'on n'en a pas assez pour faciliter en fait l'organisation de cette mesure. Ok, bien noté. Je voulais quand même aussi vous poser la question de savoir s'il y avait des endroits où ça avait commencé, puisque c'était ouvert, c'est commencé donc depuis lundi 1er septembre. Est-ce qu'il y a des endroits où des médecins ont commencé à exercer? Eric, je peux peut-être te laisser la parole sur... Bonjour à tous, bonjour à Tika. Effectivement, pour répondre, alors 2 éléments par rapport à ce que m'a dit ma collègue sur la question précédente. Effectivement, nous avons beaucoup de candidats et les Landes s'en remercient et s'en satisfont bien. Mais comme l'a dit très justement Tika, c'est pas homogène dans les 2 zones rouges du département et on aura potentiellement besoin de beaucoup de médecins sur cœur, les Landes d'Armagnac, où là, effectivement, on a un vrai travail de fond puisqu'il ne reste plus beaucoup de médecins, hein, sinon on ne serait pas en zone rouge. Donc ça, c'est le premier point. Par rapport à la deuxième question, le médecin de Pissos commencera le 16 septembre par ses premières consultations à Pissos. Et nous allons monter un calendrier en lien avec la CPTS pour les autres médecins volontaires selon les lieux et les disponibilités qu'ils auront et les différents plannings des lieux d'accueil dans les maisons de santé et les lieux de consultation que nous aurons montés avec la CPTS. Ok pour les Landes, mais est-ce qu'il y a ailleurs, il y a des médecins qui ont déjà commencé ou qui vont commencer plus tôt On sera sur la même épure de calendrier dans les autres départements. Mais enfin, si vous avez si vous avez des demandes de focus sur les départements, peut-être qu'on vous propose de renvoyer ça sur un autre point d'échange média, parce que l'idée, c'était vraiment de vous donner un peu une vue d'ensemble du dispositif. Mais en fait, en gros, à grosse maille, on est tous sur. Le début d'exécution, c'est pour tous les départements la semaine prochaine. Je ne parle pas de consultation effective, hein. Je parle vraiment, parce que vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, on a des médecins volontaires, des lieux d'accueil identifiés, donc on est en train vraiment de finaliser la préparation de l'arrivée de ces médecins sur ces lieux-là. Donc concrètement, Atika, pour répondre à la question peut-être plus précisément, en termes de consultation, les premières consultations, c'est dans les Landes là, à partir de mi-septembre. Pour les autres, ce serait deuxième quinzaine de septembre, le temps que ça se... Oui. C'est ça. À partir du 15 septembre, il y aura potentiellement des consultations mises en œuvre. Et là, on est dans l'articulation entre le lieu, le médecin, l'organisation pratico-pratique pour un démarrage à partir de mi-septembre, on va dire. Isabelle, c'était bon pour toi? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Franck Petit, vous souhaitiez poser à nouveau des questions? Oui,
en fait, d'après vous, quelles sont les motivations des médecins volontaires qui ont répondu donc à votre appel? Voilà, une réponse simple aurait été de vous dire, rapprochez-vous des représentants des médecins. Non, alors plus sérieusement, je l'ai dit un peu en introduction, je pense qu'on avait quand même eu un travail de fond en Nouvelle-Aquitaine sur la question de l'accès aux soins. Et puis on a des collègues de direction départementale qui sont là. J'en profite pour dire que ce travail de fond, c'est avant tout eux. Donc il y a quand même un travail important qui ne se résume pas à la mesure de solidarité volontaire parce que on travaille avec les représentants des médecins sur la question de l'arrivée des docteurs juniors. Enfin, j'ai cité les médicobus tout à l'heure. On pourrait parler du maillage des maisons de santé. Enfin, voilà, il y a quand même un travail de fond qui est significatif et conduit avec les têtes de pont des représentants des médecins généralistes dans les départements. Et puis après, je pense que, et c'est assumé côté, mais je vais pas faire l'exégèse de ce qu'ils pourraient eux-mêmes vous dire. Il y avait là l'occasion de faire la démonstration, dans le cadre de débats en cours au niveau national, qu'on pouvait parvenir, au travers de la solidarité du corps médical, à fournir des solutions pour améliorer l'accès sans passer par d'autres solutions. Voilà. Donc je pense qu'il y avait quand même ça dans le fond qui nous a permis en fait d'avancer de manière vraiment constructive. Enfin, je dois le dire que même si tout le monde, le corps médical n'est pas totalement, enfin, tous les médecins ne sont pas totalement convaincus par l'intérêt de la mesure. L'idée, c'est aussi de dire que la profession était capable de faire montre de cette solidarité et d'améliorer la situation en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Alors, je note que vous avez 202 médecins volontaires donc pour la Nouvelle-Aquitaine. Plus que ça, pardon, 202 pour être exact, Ouais, c'était à la fin ouais. du mois d'août. Et ce que je vous ai dit D'accord, tout à l'heure, on a 62 beaucoup plus, plus. ouais. Voilà, Il y en a ça montre, 62 plus. 65. Ouais. Alors, est-ce que cette base est propre à la Nouvelle-Aquitaine ou est-ce que tout ça va être mis dans un panier national? Je m'explique, parce qu'en fait, je note que Oui. vous avez 40 médecins volontaires pour aller donc dans les Landes et seulement 7 pour aller en Creuse. Il est évident que quand on habite par exemple à Biarritz, on est moins motivé pour remonter tout au nord de la région pour faire un remplacement sur 2 jours ou une semaine. Voilà. Alors donc en fait, si donc cette base était nationale, peut-être que vous auriez des gens issus de, par exemple, de Clermont-Ferrand ou de Lyon ou de la Saône-et-Loire, qui pourraient, ou de Bourges, qui pourraient plus facilement venir en Creuse. Donc est-ce que cette base de 260 médecins volontaires, ce sont des médecins qui bougeront uniquement en Nouvelle-Aquitaine ou est-ce qu'on en aura d'autres régions qui pourront venir, par exemple, en Creuse ou en Corrèze? C'est une bonne question. Pour l'instant, en fait, on est vraiment sur l'organisation de la réponse au niveau régional. Donc, des médecins volontaires en région Nouvelle-Aquitaine au bénéfice de régions sous-denses en Nouvelle-Aquitaine. Mais, ce que vous... Oui. Donc déjà, voilà, on a quand même quelques démarchages, donc quelques demandes de médecins hors Nouvelle-Aquitaine. Donc celle-ci, il faut vraiment comprendre que là, ce qu'on est en train de lancer, un modèle un peu en avance de phase qui, d'ailleurs, le ministre le dit depuis le début, il faut l'évaluer. Donc, de toute façon, il va évoluer dans le sens, sans doute, d'une prise en compte au niveau national de ce qui se fait, parce que si vous allez regarder un peu le dossier de presse, alors peut-être pas celui-ci, mais celui d'avant, on avait mis la carte France entière. On constate que, par exemple, l'Île-de-France n'a aucune zone rouge. Donc, l'Île-de-France pourrait être aussi pourvoyeur de médecins solidaires, volontaires pour intervenir dans les zones rouges. Mais pour l'instant, l'appel à candidature, on l'a fait qu'à l'échelle Nouvelle-Aquitaine pour démarrer quelque chose. Alors, j'ajoute quand même un point important, c'est que par rapport à ce que vous dites, en Nouvelle-Aquitaine, on a déjà testé la solidarité supra-Nouvelle-Aquitaine, puisque médecins solidaires, sur les quasiment 1000 médecins du vivier de médecins solidaires, en fait, on en a 10 ou 15% qui proviennent de Nouvelle-Aquitaine. Les autres viennent d'ailleurs. Donc, on a déjà cette expérience de faire venir ou d'accueillir des médecins pour faire montre de solidarité en Nouvelle-Aquitaine. Mais pour en revenir au pacte, pour l'instant, on travaille sur la Nouvelle-Aquitaine, donc médecins de Nouvelle-Aquitaine pour des territoires de Nouvelle-Aquitaine. Mais bien sûr que c'est quelque chose qu'on a dans le viseur
de savoir comment on élargit le vivier, en fait, hein, pour le dire simplement, des médecins solidaires. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'une des raisons de la réussite de Médecins Solidaires, qui comporte une base environ de 800 médecins qui viennent de partout en France, est-ce que la réussite de Médecins Solidaires n'est pas liée peut-être à la flexibilité qui est propre donc à une association donc lancée par plusieurs médecins généralistes et que ça risque d'être un problème pour l'ARS puisque donc pour l'instant on s'en tient à la Nouvelle-Aquitaine? Alors, je peux peut-être pour rappeler que l'essentiel du financement des médecins solidaires, c'est l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un projet soutenu financièrement et je crois qu'on est le seul financeur de ce dispositif en Nouvelle-Aquitaine. Donc, enfin voilà, on a choisi cette modalité de solidarité. Donc, on sait le faire en ARS, de mobiliser un opérateur pour faire en sorte que la solidarité, elle fonctionne. Donc, Médecins Solidaires, on est à sa 2e année d'exercice, la 3e va débuter là. On saura généraliser le dispositif si il a véritablement produit des effets, mais bien sûr qu'on s'appuie sur l'expérience Médecins Solidaires pour déployer la mesure du pacte. Merci beaucoup. On va peut-être, pour pas trop allonger les débats, je vois que Sabine Andrieux, Delphine Blanchard, ça va peut-être être les dernières questions parce on était parti sur un format assez court. Et après, je vous propose sinon de revenir vers nous. Je signale que, comme on l'a indiqué, on va vous réadresser peut-être une liste des territoires en zone rouge pour que ce soit bien clair par département, puisque je vois que la question est reposée. Et puis, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Quid de Doctolib Je vais regarder le temps. Sabine, si vous voulez poser votre question, je regarde Sabine, comme ça en même temps les en fait, c'était une questions dans le chat. C'était une question qui était dans le chat, c'était par rapport au remplacement. C'est-à-dire quand les médecins volontaires vont aller accomplir leur mission de solidarité, quid du remplacement dans le cabinet ou la maison médicale dont ils sont issus? Est-ce qu'il y a une organisation qui se met en place pour les remplacements, des moyens, des ressources déjà identifiées ou pas? Alors, les ressources identifiées, enfin, le médecin généraliste est responsable de son remplacement. Enfin, ça, donc, ils sont professionnels libéraux. C'est rarement des sujets sur lesquels on nous sollicite. Ils ont leur dispositif et leurs ressources de remplacement. La question qui se posait sur la mesure du pacte, c'est en cas d'intervention dans un territoire rouge, est-ce que le médecin peut être remplacé sur son lieu d'exercice habituel? Parce qu'il y avait un sujet réglementaire d'exercice secondaire qui n'était, et puis en plus de risques selon le concept ordinal d'exercice forain, alors sans rentrer dans le détail, mais enfin, c'était pas sur un plan réglementaire enfin évident, mais ça, le ministère y a travaillé avec le Conseil national de l'ordre, donc ils ont créé en fait une solution pour rendre la chose possible sans considérer qu'il s'agit d'un exercice secondaire. Pour permettre en fait le remplacement des médecins qui font acte de solidarité volontaire sur d'autres territoires. Donc ça, c'est une chose qui a été calée avec avec l'ordre des médecins. Delphine Blanchard, je pense, qui voulait reposer une question. Oui, c'était avec les 65 nouveaux volontaires, est-ce qu'on peut avoir le détail du tableau par département actualisé? Oui, vous pourrez l'avoir. Je suis désolée parce que c'est le relevé des compteurs que nous avons fait hier soir, donc je n'ai pas le détail par département. Je sais juste que c'est plus 65 au niveau Nouvelle-Aquitaine, mais bien sûr, on va vous le donner. Alors, soit cette fin de semaine là, soit quand on aura clôturé complètement l'enquête, puisqu'on avait annoncé qu'on la clôturait le 15 septembre. Voilà. Ok, d'accord. Oui. Oui. Oui, parce que, alors pardon, je ne vois pas le chat, mais visiblement une question qui revient de manière récurrente sur les départements qui aujourd'hui ne sont pas identifiés comme voilà, porteurs de zone rouge. On en a 3. Donc on a le 17, le 33
Donc, pardon, la Charente-Maritime, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Donc, qui sont aussi des départements, en revanche, qui sont pourvoyeurs de médecins volontaires donc qui sont quand même concernés par le pacte, évidemment. Bien, je pense que globalement, on a épuisé les questions. Sinon, je vous propose. Excusez-moi, Oui, pour Issy Limousin, je me permets juste une dernière petite question qui ne va pas être départementale, mais plus générale. Donc, on est d'accord, c'est bien 2 jours par mois qui seraient entre guillemets défrayés pour les médecins. Est-ce qu'il y a une exigence d'un nombre de consultations sur ces journées ou est-ce que on s'adapte suivant le territoire? Non, à ce stade, et vous l'avez compris, hein, pour l'amorce d'une démarche comme celle-ci, il n'y a pas d'exigence. Vraiment, l'activité de médecine générale s'intègre dans une équipe idéalement préexistante. Donc, il n'y a pas du tout d'objectif à ce stade. Mais par contre, ça fera évidemment partie, parce que c'est une politique publique, donc on a aussi la responsabilité de pouvoir évaluer sa pertinence ou son efficacité. Donc évidemment, on va regarder ce point-là, mais il n'y a pas d'exigence a priori. Je vous remercie. Bien, merci à tous de votre participation active et puis on revient vers vous avec les différents éléments évoqués et puis on reste à votre disposition s'il y a des questions notamment plus précises sur les territoires. Nos directeurs de délégation seront en mesure d'y répondre la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.